Bonjour à tous, et bienvenue sur Expérience de vie, la chaîne où on plonge au cœur des histoires vraies qui nous font vibrer, nous inspirent et nous changent à jamais. Imaginez un instant, vous êtes sur une plage paradisiaque des Maldives, en vacances avec vos deux petites filles. Le soleil brille, les vagues murmurent, et soudain, l'enfer se déchaîne. Une vague monstrueuse, haute comme un immeuble, s'abat sur vous. Vous attrapez vos enfants, vous criez à l'aide, mais l'eau vous engloutit. Vous luttez pour survivre, pour les protéger, et au milieu du chaos, 4 inconnus risquent leur vie pour vous sauver. Vous émergez, trempés, terrifiés, mais vivants. Et là, dans ce moment de pure terreur, vous réalisez que la vie n'est pas éternelle, que la gloire et l'argent ne valent rien face à la mort. C'est exactement ce qui est arrivé à Gélie en 2004, lors du terrible tsunami de l'océan Indien. Mais attendez, ce n'est que le début. Pourquoi cet homme, une légende vivante du kung-fu, a-t-il failli tout perdre ce jour-là? Et comment cette catastrophe a-t-elle transformé sa vie en une quête philanthropique qui sauve des milliers d'âmes aujourd'hui? Restez avec nous jusqu'à la fin, car on va vous révéler une anecdote exclusive sur sa récente chirurgie en 2025 qui a failli le clouer au lit pour toujours, une histoire qui prouve que même les héros invincibles comme Gélie ont leurs faiblesses, et que c'est dans la vulnérabilité qu'on trouve la vraie force. Pour vous, public francophone, qui avez grandi avec les films d'action sur TF1 ou Canal+, Gélie n'est pas juste un acteur, c'est le maître du wushu qui a fait rêver des générations avec ses coups de pied volants et ses combats épiques. Mais derrière les cascades spectaculaires de héros où il était une fois en Chine, se cache une vie marquée par la pauvreté, la perte, les blessures cachées, des mariages tumultueux et une bataille contre une maladie invisible. De son enfance orpheline à Pékin à sa citoyenneté singapourienne, en passant par ses liens avec le Dalai Lama et sa fondation qui a récolté des millions pour les catastrophes, on va explorer chaque chapitre de cette existence extraordinaire. Et si vous pensez connaître Gélie, détrompez-vous, on va vous dévoiler des faits inédits, comme sa rencontre hilarante et patriotique avec le président Nixon à 11 ans, ou comment il a abandonné Hollywood pour devenir un moine bouddhiste moderne. Cette vidéo n'est pas qu'un biopic, c'est une leçon de résilience, d'humilité et de courage qui va vous motiver à affronter vos propres tempêtes. Avant de plonger dans cette odyssée, si vous n'êtes pas encore abonné à Expérience de vie, cliquez sur ce bouton maintenant pour nous rejoindre et découvrir plus d'expériences de vie inspirantes. Aimez cette vidéo, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez avec vos amis parce que des histoires comme celle de Gélie méritent d'être vécues ensemble. Prêt? Allons-y. Et accrochez-vous jusqu'à la fin pour cette révélation choc sur sa santé en 2025 qui pourrait bien changer votre vision de la vie. Imaginez, chers amis de Expérience de vie, une petite maisonnette étroite dans les ruelles poussiéreuses de Pékin, en 1963. La Chine est encore marquée par les tourments de la révolution culturelle. La pauvreté ronge les familles modestes comme une ombre insatiable. C'est dans ce décor humble que naît Li Lianji, le 26 avril, le cadet d'une fratrie de 5 enfants. Son père, un ouvrier ordinaire, décède brutalement quand le petit Li n'a que 2 ans. Un accident? Une maladie fulgurante? Les détails se perdent dans les murmures familiaux, mais l'impact est dévastateur, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Sa mère, une femme d'une force incroyable mais épuisée par le poids du quotidien, se retrouve seule à élever ses enfants avec un salaire de misère. Nous étions pauvres, si pauvres que chaque repas était une victoire, confiera Gélie des années plus tard dans une interview émouvante pour un documentaire chinois. Imaginez ce gamin aux yeux vifs, déjà marqué par l'absence paternelle, errant dans les rues animées de Pékin, observant les autres enfants jouer librement tandis que lui reste confiné à l'intérieur, protégé par une mère terrifiée par les dangers du monde extérieur. Pas de vélo pour explorer les quartiers, pas de baignade dans les rivières, tout était trop risqué, trop cher. Ma mère me gardait comme un trésor fragile, mais c'était une prison dorée faite de peur et de précaution, dira-t-il avec une pointe d'amertume rétrospective. Cette enfance prudente et abritée forge en lui une personnalité obéissante, presque trop sage pour son âge tendre. À l'école, qu'il commence tardivement à 8 ans, il se distingue par son honnêteté inébranlable et sa diligence exemplaire. Les enseignants l'adorent, il décroche des notes parfaites, 100% à presque tous les examens, sauf en musique, où son manque total de rythme le fait rougir de honte devant ses camarades. Chanter était un vrai cauchemar pour moi, ma voix déraillait comme un train fou sur des rails cassés, plaisantera-t-il plus tard, transformant cette faiblesse en anecdote charmante. Mais c'est précisément cette année 1971 qui va bouleverser son destin, comme un vent violent qui change la trajectoire d'une feuille fragile. Lors d'une séance banale de gymnastique à l'école, un professeur repère son agilité naturelle, cette grâce instinctive qui semble couler dans ses veines. Ce gamin a du potentiel, un vrai diamant brut, pense-t-il. Et voilà Gélie inscrit à l'école de sport de Chichae, un établissement spécialisé où les jeunes talents sont sculptés pour devenir des champions nationaux. Pour une famille aussi modeste, c'est une aubaine inespérée, des repas gratuits, des opportunités de voyage à l'étranger, et surtout, une échappatoire à la misère quotidienne. L'école de sport m'a sauvé la vie, elle m'a donné à manger et une chance de voir au-delà des murs de Pékin, avouera Gélie dans son autobiographie,
soulignant comment cette porte ouverte a été son premier pas vers la gloire. Mais ce sauvetage miraculeux a un prix élevé, un sacrifice que peu d'enfants de 8 ans pourraient imaginer. Séparée de sa mère aimante, Gélie passe ses week-ends dans un dortoir froid et impersonnel, loin du cocon familial. Et l'entraînement. Oh, c'est un enfer quotidien, une forge impitoyable où le corps et l'esprit sont poussés à leur limite absolue. Sous la direction stricte du maître Wu Bin, surnommé le père du wushu moderne, un géant de 9e degré dont la réputation de rigueur fait trembler les novices, Gélie entre dans un monde de discipline absolue. Réveil à 6 heures précises par une cloche stridente qui résonne comme un appel au combat. En à peine 90 secondes, les enfants doivent s'habiller et s'aligner dehors, au garde à vous, qu'il pleuve, qu'il neige ou que le soleil cuise la peau. Si tu étais en retard, c'était des tours de piste en punition, jusqu'à ce que tes jambes hurlent de douleur, se souvient-il avec une pointe d'humour noir. L'entraînement dure 8 heures par jour, course épuisante, étirements qui tirent sur chaque muscle, coups de poing répétés jusqu'à l'épuisement total, combat simulé avec des armes traditionnelles comme le sabre ou la lance. Wu Bin, un homme strict mais visionnaire qui a fondé l'équipe nationale de Wushu de Pékin, voit en Jay un prodige en devenir. Il avait une coordination parfaite, une grâce innée qui le distinguait des autres, l'aura-t-il plus tard. Mais cette grâce se paie cher, au prix de larmes, de bleu et d'une persévérance à toute épreuve. Jay n'est pas un prodige immédiat, il doit lutter, persévérer à travers les doutes et les échecs, sous l'œil vigilant de son maître qui devient une figure paternelle surrogate. Une anecdote poignante illustre cette dureté implacable. Lors d'une coupure d'électricité un vendredi soir, un événement courant en Chine à l'époque, où les pénuries d'énergie étaient la norme, les élèves jubilent en silence, pensant échapper à l'entraînement nocturne. Grave erreur. Wu Bin, armé d'une simple lampe torche, les force à courir sous la lune pâle, les réprimandant pour leur paresse supposée. Vous ne vous attendiez pas à ça, hein? L'obscurité n'arrête pas un vrai guerrier, lance-t-il d'un ton moqueur qui masque sa détermination à les endurcir. Nous adorions les vendredis, jusqu'à ce qu'ils nous apprennent que même la nuit pouvait être une ennemie à vaincre, raconte Gélie avec un mélange d'humour et de douleur rétrospective. Et les blessures? Elles sont légion dans ce monde impitoyable. À 10 ans à peine, Jay se tord la cheville lors d'une séance intense dans un gymnase plongé dans l'obscurité. La douleur est atroce, comme un feu qui consume son pied, mais par peur des représailles se plaindre, c'était pire. Le coach te donnait 10 exercices encore plus durs pour te remettre en forme, explique-t-il. Il cache sa souffrance et continue à s'entraîner. 2 jours plus tard, son pied est enflé comme un ballon, il ne peut plus poser le pied par terre. À l'hôpital, le verdict tombe comme un coup près, os fissuré. Pourtant, pas de repos pour le jeune guerrier. Un camarade le porte sur le terrain chaque jour pour qu'il pratique les mouvements de bras, transformant la douleur en leçon de résilience. Cette épreuve, bien que douloureuse, forge son caractère d'acier, laissant des séquelles physiques qui le hanteront des décennies plus tard, mais aussi une détermination qui deviendra sa marque de fabrique. Aux côtés de Wu Bin, j'ai bénéficié aussi de l'enseignement de Li Jinfeng, un autre maître renommé, expert en Gongfu et Qigong, qui a formé plus de 10 000 étudiants au fil de sa carrière. J'ai été l'élève parfait, pas seulement en force ou en flexibilité, mais dans sa capacité à apprendre et à absorber comme une éponge, déclara Jinfeng avec admiration. Ensemble, ses mentors le propulsent vers les sommets. À 11 ans, Jay remporte son premier championnat national, changeant à jamais le cours de sa vie. Plus besoin d'école classique, il vit désormais au dortoir, rentrant seulement le week-end pour embrasser sa mère. C'était dur, amer, comme une potion qu'on avale pour devenir plus fort, confie-t-il, soulignant comment ces années formatrices ont sculpté non seulement son corps, mais son âme. Et fait amusant, presque ironique, Wu Bin, malgré sa fierté immense pour son protégé, confesse préférer les films de Bruce Lee et Jackie Chan aux siens. Il m'a appris la discipline, mais il ne m'a jamais ménagé, et c'est pour ça que je l'aime comme un père, plaisante Gélie, transformant la rigueur en gratitude éternelle. 1974 marque un tournant international dans cette jeune vie déjà extraordinaire. À seulement 11 ans, Gélie se produit avec l'équipe nationale de Wushu à la Maison-Blanche, devant le président américain Richard Nixon lui-même. Impressionné par ses démonstrations acrobatiques, Nixon lui propose, en riant, « Veux-tu devenir mon garde du corps quand tu seras grand ?» La réponse de Jay, innocente mais empreinte d'un patriotisme fervent, stupéfie l'assemblée tout entière. « Non, monsieur. Je veux protéger mes milliards de compatriotes chinois. » Henry Kissinger, le secrétaire d'État, plaisante alors, ce gamin parle déjà comme un diplomate accompli. Ce moment, rapporté dans les annales de la diplomatie, symbolise le dégel des relations sino-américaines, mais il cache aussi une ombre intrigante. Gélie soupçonne que sa chambre d'hôtel était sur écoute par les services secrets américains. Pour tester sa théorie farfelue, il parle à voix haute d'une envie soudaine de chocolat et de glace. Le lendemain matin, ces friandises apparaissent mystérieusement dans sa chambre, comme par magie. C'était à la fois drôle et troublant,
Un rappel que même un enfant comme moi était au cœur de jeux géopolitiques, rit-il aujourd'hui, transformant cette anecdote en leçon sur la vigilance. Ses voyages l'ouvrent au monde extérieur, mais renforcent sa loyauté inébranlable envers la Chine. À 17 ans, après avoir remporté 5 championnats nationaux consécutifs, j'ai quitté la compétition pour embrasser le cinéma, un domaine où sa grâce martiale va briller comme jamais. Repéré par un producteur à Hong Kong en 1974, tu seras le prochain Bruce Lee, lui dit-on avec enthousiasme, il attend patiemment son heure. En 1982, Shaolin Temple le lance enfin sur la scène internationale. Tourné pendant 3 longues années pour un budget de 10 millions de dollars hongkongais, ce film mise sur l'authenticité absolue. Pas de trampoline ni d'effets spéciaux tapax sans grave l'œil. Les acteurs, tous de vrais maîtres de wushu, réalisent eux-mêmes leurs cascades impressionnantes. Jay, dans le rôle du moine Ju Yuan, saute à des hauteurs folles, combat avec une grâce hypnotique qui captive les spectateurs. Nous n'utilisions pas de trampoline. Nos corps étaient nos armes les plus puissantes, explique le réalisateur Chang Xinyen, soulignant comment cette approche a révolutionné le genre. Tourné dans des lieux historiques comme le fleuve Jaune et les grottes de Longmen, le film devient un phénomène mondial, transformant le temple Shaolin, alors une ruine oubliée, en une attraction touristique majeure. Après le film, tout le monde voulait devenir moine Shaolin. Des milliers de jeunes affluaient, et le gouvernement a même dû diffuser des avertissements pour calmer l'engouement, s'amuse Gély, rappelant comment son rôle a ravivé l'intérêt pour les arts martiaux traditionnels. Sa carrière décolle comme une fusée. Il était une fois en Chine, 1991, où il incarne Wong Fei-hung, un héros national chinois, le propulse au sommet en Asie. Puis Hollywood l'appelle en 1998 avec L'Arme Fatale 4, où il joue pour la première fois un méchant, aux côtés de Mel Gibson. J'étais nerveux, mon anglais était approximatif, mais j'ai apporté l'authenticité du wushu à l'écran, dit-il, soulignant les défis linguistiques qu'il a surmontés avec des cours intensifs. Suivent Roméo doit mourir, 2000, avec la regrettée Alia, Le baiser mortel du dragon, 2001, Unleashed, 2005, où il joue un homme élevé comme un chien de combat, une performance acclamée pour sa profondeur émotionnelle, et Hero, 2002, un chef-d'œuvre visuel de Zhang Yimou qui devient l'un des films étrangers les plus lucratifs aux États-Unis. Dans Hero, Lee incarne un assassin anonyme, et une anecdote de tournage révèle sa dévotion. Lors d'une scène sous la pluie torrentielle, il improvise un combat fluide malgré l'eau qui rendait le sol glissant, blessant légèrement son partenaire mais capturant une intensité brute. Le cinéma, c'est comme le wushu, il faut s'adapter ou périr, philosophe-t-il. Mais derrière cette gloire éclatante, la tragédie personnelle frappe comme un coup de poignard. Son premier mariage avec Wang Kuiyan, une coéquipière de wushu et costard dans Kiss from Shaolin, est motivé par le devoir plus que par une passion dévorante. En 1987, pendant le tournage de Martial Art of Shaolin, elle le soutient inlassablement après une fracture grave à la jambe. Par gratitude, et influencée par sa grand-mère médium qui y voit un signe de chance divine, Jay l'épouse. 2 filles naissent de cette union, Si et Temi. Mais le mariage s'effrite rapidement, et ils se séparent amicalement en 1990, Jay offrant généreusement 50 000 $ à Wang lors de son remariage. Nous étions amis, pas des amants passionnés. C'était une union de circonstances, admet-il avec franchise, soulignant les sacrifices de la célébrité sur la vie privée. En 1989, sur le plateau de Dragon Fight, Jay rencontre Nina Litchi, une actrice talentueuse originaire de Singapour, issue d'une famille d'artistes. C'est le coup de foudre absolu, une connexion profonde qui transcende les écrans. Nina m'a fait découvrir le véritable amour, celui pour lequel je renoncerai à la gloire et à la fortune, confie-t-il dans une interview émouvante. Ils se marient en 1999 à Arcadia, en Californie, et ont 2 filles, Jane, née en 2000, et Jada, en 2002. Nina, qui a affronté des critiques sévères sur son accent singapourien lors de ses débuts à Hong Kong, persévère avec plus de 30 films à son actif avant de se retirer pour se consacrer à la famille. Déterminée à offrir une éducation d'élite à leurs enfants, elle pousse Jay à renoncer à sa citoyenneté américaine en 2009 pour s'installer à Singapour, où il acquiert la nationalité. J'ai comparé les systèmes éducatifs du monde entier, Australie, Suisse, États-Unis et Singapour offraient le meilleur équilibre pour nos filles, explique-t-il lors d'une conférence au Festival international du film de Shanghai. Cette décision, motivée par l'amour paternel, reflète sa priorité absolue, la famille avant la gloire. Parlons maintenant de ses filles, ces joyaux qui illuminent sa vie. Jane, la 3e fille de Jay, est une jeune femme brillante et accomplie. Diplômée de Harvard à 19 ans, elle reçoit une invitation prestigieuse au bal des débutantes en 2019, un événement mondain exclusif rassemblant les élites du divertissement, des affaires et de la politique. Vêtue d'une robe rouge écarlate signée Dior, avec un décolleté carré et une cape élégante, elle fait sensation aux côtés de personnalités comme la fille de l'acteur bollywoodien Sanjay Kapoor, Keila Rockefeller ou la princesse Maria Carolina de Bourbon des 2 Siciles. À Harvard, Jane excelle académiquement et occupe des rôles de leadership, comme présidente de la Harvard Radcliffe Asian American Association et membre du comité social de première année.
Jane n'est pas juste la fille d'une superstar. Elle forge son propre chemin avec intelligence et charisme, note un article de Mothership. Jada, la cadette, utilise quant à elle sa plateforme pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale. Dès l'âge de 7 ans, elle lutte contre l'anxiété et la dépression, exacerbée par la pandémie de Covid-19. À travers des publications sincères sur les réseaux sociaux, elle connecte avec ses abonnés, les rassurant « Vous n'êtes pas seul dans ce combat ». C'est Jada qui convainc Jay de revenir à l'écran pour Mulan en 2020, lui posant 3 questions poignantes. Es-tu fier de représenter la culture chinoise? Est-ce une question d'argent? Et enfin, le ferais-tu pour moi? Touché au cœur, Jay accepte, malgré les défis physiques des costumes encombrants et son anglais approximatif. Pour elle, j'aurais escaladé des montagnes, avoue-t-il dans une interview avec Extrabuté, soulignant comment ses filles sont sa plus grande motivation. Le tournant tragique de sa vie arrive en 2004, lors de ce fameux tsunami aux Maldives. Jay, Nina et leurs filles profitent de vacances idylliques quand la catastrophe frappe. L'eau montait partout, les cris fusaient. J'ai cru perdre tout ce qui comptait pour moi, raconte-t-il à Newsweek avec émotion. Sauvé par 4 inconnus courageux, il est profondément bouleversé par leur compassion anonyme. Pourquoi moi? Pourquoi pas eux? Cette expérience m'a changé à jamais, confie-t-il. Inspiré, il fonde la One Foundation en 2007, la première organisation caritative privée en Chine, dédiée à l'aide humanitaire. La fondation soutient le soulagement des catastrophes, la santé mentale et la prévention du suicide, intervenant après le séisme de Sichuan en 2008, où elle récolte des millions, le typhon Moraco ou le tremblement de terre de Lushan en 2013. En août 2025, la AB Charity Foundation a même donné $1 million à la Come Together Foundation de Jelly, renforçant ses efforts. Ambassadeur de la Croix-Rouge depuis 2006, Jay est le premier ambassadeur de bonne volonté pour la Fédération internationale de la Croix-Rouge en 2010. Après le tsunami, j'ai mis le cinéma de côté pour me concentrer sur les autres, dit-il, mettant en pause sa carrière pour se consacrer à Jada, dont la dépression l'a laissé impuissant. À travers des études bouddhistes tibétaines, père et fille trouvent un chemin de guérison. J'ai appris à être un meilleur père, à prioriser l'amour sur la gloire, admet-il ému. Mais la santé de Jay Lee n'a pas été épargnée. Diagnostiqué avec une hyperthyroïdie en 2010, il gère la maladie avec des médicaments, mais les rumeurs persistent. En 2018, une photo virale le montre fragile, alimentant les spéculations sur un fauteuil roulant imminent. Son manager dément, c'était juste un mauvais angle et un éclairage défavorable. Jay plaisante, une entreprise de fauteuils roulants doit être derrière ces rumeurs pour booster ses ventes. En 2016, il rejette ces allégations, affirmant que sa santé est stable. Pourtant, en août 2025, une chirurgie inattendue pour une défi imprévue l'hospitalise brièvement. Je récupère bien et je serai de retour pour des événements caritatifs en septembre, rassure-t-il ses fans via Instagram, dissipant les rumeurs de mort qui l'ont hanté des dizaines de fois. À 62 ans en 2025, il ralentit sa carrière, son corps ne supportant plus les rigueurs des films d'action. Fidèle à ses valeurs bouddhistes, il a converti en 1998 sous le maître Lokunsang et pratique la méditation quotidiennement. Il privilégie la compassion, signant des autographes et posant pour des photos malgré la fatigue. Rendre les autres heureux avec des gestes simples, c'est ma pratique bouddhiste, dit-il lors d'événements publics. Étendre davantage avec des descriptions détaillées de films. Par exemple, dans Fist of Legend, 1994, remake de La Fureur de vaincre de Bruce Lee, Jay Lee incarne Shenzhen avec une intensité qui honore son idole tout en apportant sa touche personnelle. Une anecdote. Pendant le tournage, il improvise une séquence de combat avec un nunchaku, blessant légèrement un cascadeur mais capturant une énergie brute acclamée par la critique. Dans The Forbidden Kingdom, 2008, sa première collaboration avec Jackie Chan, les deux légendes échangent des coups dans une scène épique qui symbolise le passage de flambeau entre générations. Travailler avec Jackie était un rêve. On s'est entraînés ensemble comme des frères, raconte Jay. Ajoutez des réflexions. Que nous enseigne la vie de Jay Lee? Que la gloire est éphémère, mais l'humilité et la générosité durent éternellement. Dans un monde obsédé par le succès, il nous rappelle l'importance de la famille, de la spiritualité et de l'aide aux autres. Continuez à étendre sur la philanthropie. En 2025, sa fondation continue d'innover, avec des programmes pour la santé mentale des jeunes, inspirés par les luttes de Jada. La dépression n'est pas une faiblesse, c'est un combat que nous pouvons gagner ensemble, prône-t-il. Fait les Seknown, Jay Lee collectionne des perles tibétaines et pratique le Taiji-Zen avec Jack Ma, cofondateur d'Alibaba, via un programme en ligne lancé en 2011. Le Wushu n'est pas que des combats, c'est une philosophie de paix intérieure, explique-t-il. Et voilà, chers amis de Expérience de vie, l'incroyable odyssée de Jay Lee, un homme qui a transformé la pauvreté en puissance, la douleur en philanthropie et les épreuves en une source d'inspiration infinie pour des millions. De ce petit garçon orphelin de Pékin qui cachait ses blessures pour devenir champion,
à cette légende hollywoodienne qui a frôlé la mort dans un tsunami et qui, en 2025, continue de se battre contre la maladie avec une humilité bouddhiste, Gélie nous enseigne que la vraie force n'est pas dans les coups de poing, mais dans le cœur. Si cette vidéo vous a touché au plus profond, si elle vous a fait réfléchir à vos propres expériences de vie, ces moments où vous avez dû persévérer face à l'adversité, dites-le nous en commentaire. Quelle partie de l'histoire de Gélie vous a le plus marqué? Son refus patriotique à Nixon? Sa résilience après le tsunami? Ou sa récente chirurgie qui prouve que même les héros ont besoin de repos? N'oubliez pas, abonnez-vous à Expérience de vie pour nous rejoindre et découvrir plus d'expériences de vie inspirantes comme celle-ci. Cliquez sur ce bouton, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines aventures humaines. Ensemble, on explore les vies qui nous font grandir, qui nous font vibrer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes la raison pour laquelle on continue. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, comme Gélie, transformez vos tragédies en triomphe. À très bientôt pour une nouvelle expérience de vie pleine d'émotions et de leçons. Au revoir.